suis Jean-Charles Bonneau, médecin allergologue à Angers, membre du bureau de la PSF et également du conseil scientifique du RNSA. Et je préside sur Angers un réseau qui s'appelle le réseau angevin de surveillance de l'environnement et des maladies allergiques. Donc on est en plein dans le sujet. Alors, faut-il avoir peur des pollens? Ça, c'est une grande question, parce que il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Alors, qu'est-ce que c'est que des maladies allergiques? On va parler là des muqueuses respiratoires essentiellement, même si les pollens peuvent être responsables de pathologies cutanées aussi. Mais on va essayer de se borner un petit peu à des choses plus classiques et à considérer que les pollens sont des agents de l'air qui circulent et donc on les inspire. C'est grosso modo ça. Donc nos muqueuses respiratoires, elles sont exposées à des pollens, mais elles sont aussi exposées à des polluants, en sachant qu'il y a une interaction entre les deux. Un pollen pollué, brisé, cassé par la pollution, reste plus allergisant qu'un pollen entre guillemets natif. Alors, c'est une maladie qui est réelle, hein, il ne faut pas la négliger. Vous savez, c'est du genre, allez, vas-y, éternue encore un coup, atchoum, atchoum, ouais, bravo. Non, c'est pas ça. Ça peut être invalidant. Il y a des gens qui souffrent. Alors, bien sûr, ça fait rigoler, parce qu'on dit, ouais, mais c'est pas un cancer quand même, quoi. Ok, mais quand c'est vous qui êtes atteint, vous ne raisonnez pas tout à fait de la même manière. Hein? Il y a une altération de la qualité de vie, ça a déjà été évoqué, mais c'est tout à fait vrai. Le plus souvent, les responsables sont des pollens qu'on dit aménophiles, c'est-à-dire qu'ils sont véhiculés par le vent. La plante disperse ces pollens dans l'air qui vont aller rencontrer une fleur ou autre chose qui permettent de faire une graine. Mais aussi, quelquefois, ça peut être des pollens qui sont entomophiles, c'est-à-dire qui sont transportés par les insectes. C'est plus rare, mais ça peut aussi être source d'ennuis, de pollinose, de maladies allergiques polliniques. On voit ça en particulier dans la région ouest maintenant de façon très claire, parce que vu qu'il y a de moins en moins d'abeilles, si vous regardez dans les champs de pommiers, vous voyez des gens sur des tracteurs, ils sont assis sur des chaises, ils se promènent dans les rangs, ils ont un petit pinceau. Ils vont mettre du pollen de pomme, enfin de pommier, sur les fleurs de pommier. C'est une pathologie allergique, pollinique, professionnelle. Alors, il y a des facteurs qui sont propres aux différents pollens. On ne peut pas dire qu'on est allergique au pollen, avec un X. On est allergique à des pollens ou à une famille de pollens. Il ne faut pas confondre. C'est comme quand quelqu'un vous dit « moi je suis allergique à la poussière ». Ça ne veut rien dire. Prenez les quatre coins de la pièce, ce n'est pas la même poussière. On est allergique à des composants qu'il y a dedans. Donc on peut être allergique à des pollens en fonction de leur morphologie, de leur allergénicité. Tous les pollens ne sont pas identiques. Certains sont plus allergisants que d'autres, on y reviendra. Ça dépend aussi de notre propre organisme, de nos gènes, de nos antécédents. On n'a pas tous la même, on va dire, construction de notre système immunitaire, et on va être plus ou moins sensible à des pollens, parce que c'est comme ça fait partie de notre groupage HLA. Hein? Et l'environnement, on en parlait tout à l'heure un petit peu, effectivement, la pollution joue un rôle important et favorise la survenue de pathologies allergiques, y compris en milieu urbain. Ce n'est pas parce qu'on habite en ville qu'il n'y a pas de pollen. Le capteur que vous voyez derrière, il est sur le toit de la mairie, là, enfin du bâtiment annexe à la mairie. Mais c'est là qu'on les récupère. Hein. On n'est pas au milieu de la Beauce. Hein. Alors, historiquement, on disait que, j'ai pris des exemples qui sont complètement faux hein, maintenant. Janvier et mars, à Marseille, c'était le cyprès, le genévrier, donc des cupressacées. Dans le nord-ouest, on disait, bon, c'est le bouleau et l'aulne. Dans le temps, on appelait ça les arbres de l'Est. Quand j'ai commencé mes études en 1960, oui, bon, je dirais pas. À l'époque, on appelait ça les arbres de l'Est. Ben, les arbres de l'Est, il y a belles lurettes qui sont arrivés chez nous. Pourquoi? Ben, parce qu'on a décidé dans les années 70-80 qu'il y avait un rond-point. Ça faisait beau de mettre 3 bouleaux au milieu. Et puis après, les gens dans toutes les agglomérations, dans toutes les zones pavillonnaires, une pelouse, 3 bouleaux au milieu. Pas de problème. Maintenant, les Angevins sont allergiques au pollen de bouleau. Simplement parce qu'on a diffusé le bouleau. Hein?
Les graminées, ça reste vrai mai-juin, bien que cette année, en mars, il y en avait déjà, vous comprendrez pourquoi, vous avez sûrement compris. On disait qu'en montagne, c'était un petit peu plus tardif, juillet, parce que il y avait la fonte des neiges, il fallait que ça se réchauffe, etc. Tout ça, ça devient caduc. Et regain de graminées à l'automne, quand il recommence à pleuvoir un petit peu. Cette année, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien, il n'y a plus d'herbe. Et également ce qu'on appelle les composés. Les composés sont toutes les plantes de la famille des marguerites, si vous voulez. Et entre autres, il y en a une qui est quand même caractéristique, dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'ambroisie. Alors, vous avez dit pollen. Qu'est-ce que c'est qu'un pollen? En fait, ce sont les grains mâles qui vont aller féconder une fleur. Donc, ça assure le développement de la végétation, la régénération des végétaux, également de l'oxygène, parce que s'il n'y avait pas d'arbres, on aurait bien du mal à bouffer le CO2. Et donc, s'il n'y avait pas de pollen, il n'y aurait pas de graines, il n'y aurait pas de fruits. Donc c'est indispensable à notre survie. Alors bon, on dit effectivement que 10 à 20% de la population font des réactions allergiques, en général saisonnières. Oui, je serais tenté de dire que c'est plus que ça, que ces chiffres n'évoluent pas aussi vite que le changement climatique, et que ça répertorie les patients qui se disent allergiques et qui ont eu un bilan. Ça ne compte pas toutes les personnes qui sont gênées et qui traitent ça par le mépris, qui disent « Oh, allez, je prends un efferalgan, ça va se passer. » C'est pas le même comptage. Donc, il faut se méfier de ce genre de chiffres. Alors, les allergies, ça double, mais c'est énorme. Et ça, on le sait, je pense que la surveillance du contrôle de la qualité de l'air est importante, parce que c'est comme ça qu'on voit que ça bouge. Et donc, ça permet, donc, notamment par les capteurs, de vérifier la dissémination des pollens, tandis que les végétaux plantés dans le pollinarium, eux, vont nous donner des dates de début et de fin d'émission. Donc, en caricaturant, Samuel me contredira peut-être, mais le capteur, c'est plus quantitatif. Ça permet d'avoir une vision au fil des jours, des semaines. Le pollinarium, lui, c'est « Ah, ça commence. Ah, c'est fini. » Et ce n'est pas les mêmes données. Alors, voilà un grain de pollen. J'aurais pu vous en montrer 50, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est tout petit. C'est tout petit. Alors, quelquefois, on en voit. Vous savez, vous avez dû vous balader quelquefois dans la rue, puis on voit partir, c'est tout jaune. Il y a des grosses taches jaunes, on dirait du soufre. Non, en fait, c'est du pollen qui a été accumulé là. Le plus souvent, c'est des cyprès. Mais là, on le voit. Et donc là, les gens disent « Ah, là, il y a du pollen. » Passe la main sur la table. Mince, on veut manger dehors, on ne peut pas. Il faut laver la table. Là, on les voit. Mais autrement, on ne les voit pas. Et là, je suis même persuadé que dans cette pièce, même actuellement, on peut penser qu'il y en a. Parce qu'il y a un peu un paradoxe. On dit aux gens, il faut aérer pour limiter, pour le Covid. Ouais. Il faut aérer pour supprimer les acariens, n'est-ce pas, monsieur Lionel? Mais on fait rentrer les pollens. Donc tout ça, c'est complètement enchevêtré. Alors, ce qui est un peu plus intéressant, c'est de savoir, je ne vais pas faire un truc trop scientifique, savoir que dans des pollens, il y a différentes familles de protéines. Il y a des protéines qu'on appelle de structure. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite flèche, là, voilà. Ça, c'est un arbre avec sa structure, sa charpente. Et il y a donc des protéines qui vont être dans le pollen, qui vont participer à la charpente du végétal. Et il y en a d'autres qui vont être des allergènes de défense. Vous voyez ces arbres qui communiquent entre eux, là. Bien, ces protéines de défense vont permettre à l'arbre de lutter contre la sécheresse, de lutter contre la chaleur, de lutter contre le gel, de lutter contre certains insectes phytophages. Et donc, c'est leur moyen de se défendre. Et quand vous êtes allergique au pollen, vous pouvez être allergique à des protéines de structure ou à des protéines de défense des plantes. Donc vous voyez qu'on n'est pas allergique au pollen, on est allergique à des constituants du pollen. Et c'est là que ça se complique. Alors, comment ça va se manifester tout ça? Le pire, c'est les crises d'asthme, quelquefois limitées à la période pollinique,
Mais vous avez des gens qui sont asthmatiques toute l'année, qui ont entre autres comme facteur déclenchant les pollens, au même titre qu'ils peuvent avoir les acariens ou les poils du chat. Responsable aussi de rhinite. Donc rhinite, c'est l'inflammation de la muqueuse nasale, en sachant que bien souvent ça ne s'arrête pas là, puisque entre les poumons et le nez, c'est le même tuyau, c'est la même muqueuse tout ça. Ça communique. Il peut y avoir aussi des pathologies plus rares, mais qui peuvent être un peu plus invalidantes, des œdèmes, les gens qui se mettent à gonfler, ou qui vont faire de l'urticaire, partout. On voit ça, c'est classique, quand il fait beau au début, les gens se baladent en short, ils vont dans les grandes herbes, et ils reviennent, ils sont pleins de boutons. Ils ne sont pas forcément été dans les orties. Simplement, il y a du pollen qui s'est collé sur la peau, parce qu'ils transpiraient un peu, ils avaient chaud. Réponse, urticaire. Les conjonctivites, donc ça c'est la muqueuse purement oculaire qui est atteinte. Ça peut être grave, quelquefois ça peut provoquer des kératites, donc des pathologies plus importantes que le simple rougeur et larmoiement. Et il faut se méfier, on voit ça surtout chez des petits, ils passent leur temps à se frotter les yeux comme ça. Le problème, c'est que quand vous frottez les yeux, théoriquement votre œil il est rond. Et quand vous le frottez trop longtemps, c'est comme si vous prenez une boule de pâte à modeler et que vous la frottez très longtemps, au bout d'un moment elle n'est pas ronde. Et donc on voit des pathologies oculaires induites par des allergies, même si c'est un épiphénomène. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et puis, on en parlera tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des allergies croisées. Je ne dévoile pas le sujet. Alors, les principaux types d'allergies croisées. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Moi, d'ici, je ne vois pas trop, mais bon. Il faut savoir que, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le pollen, c'est donc la gamète mâle qui va féconder une fleur. Donc, prenez par exemple le noisetier, c'est l'exemple le plus facile. Pour faire une noisette, il faut qu'il y ait du pollen de noisetier qui aille sur une fleur de noisetier. Conclusion, on peut, quand on est allergique au pollen de noisetier, présenter des manifestations buccales ou digestives quand on mange la noisette. Pourquoi ? Parce que c'est papa qui a rencontré maman. Dans la noisette, il y en a la moitié qui vient du côté de papa et la moitié qui vient du côté de maman. Donc, à partir de là, c'est le risque. Mais, si vous voyez, il peut y avoir de nombreux fruits. Alors, bouleau, j'ai pris noisetier, mais noisetier, bouleau, aulne, charme, c'est la même famille botanique. Quand on est allergique au pollen de noisetier ou de bouleau, on peut être allergique à plein de fruits, notamment ce qu'on appelle les fruits à noyaux, de la famille des rosacées. C'est la prune, la pêche, même la pomme, qui, contrairement à ce qu'on croit, est un fruit à noyaux. Sauf que dans la pomme, on ne mange pas le noyau, on ne mange pas le cœur, on mange le tour. On mange ce qu'on appelle la drupe. Alors que bien souvent, il y a des fruits à noyaux tels que la noix, toute bête, la noix de Judeland de chez nous, on enlève la peau autour, qui permet d'avoir les mains sales, mais on mange le noyau. Mais tout ça, c'est pareil. Vous voyez, comme par exemple, quand on est allergique à l'armoise, on peut être allergique à d'autres plantes de la même famille. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre quand même, la carotte, je ne vois pas bien ce qu'elle vient faire là-dedans. Pour ceux qui sont férus de jardinage, si vous laissez des carottes en terre et que vous avez oublié de les ramasser, quand ça se met à fleurir, ça ressemble, en fait, à une plante qu'on appelle une composée ou une ombellifère, parce que ça fait des espèces d'ombrelles, et vous pouvez être allergique de la même manière. Et ainsi de suite, vous voyez. Le plantain, on peut être allergique au melon. Les graminées, on peut être allergique à tout un tas de choses aussi. Melon, on peut être allergique aux tomates, on peut être allergique à plein de choses. Qui est là, toute cette partie-là, en fait, ne concerne pas les pollens, mais il faut savoir, vous voyez, que plein de styles d'allergènes peuvent provoquer des allergies croisées. Alors les gens, quand ils disent ça, j'ai une allergie croisée. Quelle horreur! En fait, non, ils sont allergiques à une chose, mais qu'on retrouve dans plusieurs composants. C'est ça que ça veut dire. Et donc, faut pas se mettre à paniquer, mais c'est ça que ça veut dire. Alors, donc ça, vous voyez, bon, je passe parce qu'on en a déjà parlé, donc il y a plein de choses. Vous voyez, une autre forme de voir les allergies croisées. Là, j'ai pris le cannabis. C'est pourquoi ? Parce que on en cultive, ça n'a pas l'air. Mais il y en a, si on visait toutes les caves
Si on tenait compte de la consommation électrique, je ne sais pas comment ils vont faire avec les restrictions de courant, mais il y en a du cannabis. Et chez nous, c'est classique. Maintenant, je pense qu'on dirait Yann, mais on voit des enfants qui viennent nous voir avec des allergies, à certains végétaux. Voilà. Dans un premier temps, on est tenté de dire oh, ça, celui-là, il est allergique à la pêche, donc c'est le boulot, etc. Puis au bout d'un moment, quand même, on se dit c'est bizarre, ça colle pas, ça. Ça aboutit quelquefois à des divorces. Parce que vous avez le gamin, il est allergique à ça, et puis vous avez beau chercher, vous ne trouvez pas le cannabis. Vous demandez à la mère, c'est pas. Puis au bout d'un moment, quand même, cherche un petit peu plus, puis là on se rend compte que le père, lui, il en cultive, sans le dire à sa femme, et qu'il en fume. Et en fait, c'est pas lui qui est atteint, c'est son gamin. Et donc, méfiance, il faut aller chercher loin, il y a des fois. Alors, la qualité de vie, on l'a déjà dit, elle est fortement affectée. Alors, il y a une restriction des activités courantes, pas forcément uniquement le golf. Pourquoi ? Parce que, imaginez là qu'on soit là en plein mois de juin, on peut penser qu'il y en a au moins 3 ou 4 d'entre vous qui se baladeraient avec des mouchoirs, qui passeraient leur temps à éternuer, et tout le monde se retournerait pour demander ce qui se passe. Et pour se concentrer, c'est pas facile. Absentéisme scolaire, sûrement. Pourquoi ? Parce que le gamin, il est fatigué. Quand vous éternuez toute la journée, que vous avez le nez bouché, que vous ne pouvez pas dormir, ou que vous faites des micro-réveils en permanence, le matin, vous n'êtes pas frais. Et donc, ça retentit sur ces enfants. Et d'ailleurs, j'ai proposé un moment de créer une association de défense des polliniques. Tous les examens en France ont toujours lieu en juin. C'est une honte. C'est une honte. C'est un handicap social. Et ça n'empêche pas qu'on passe toujours le baccalauréat ou le BEPC, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais au mois de juin. On n'en tient pas compte. Et alors, trouble du sommeil, je l'évoquais tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment le problème qui n'est pas évoqué du tout pour les gens. C'est pas en leur filant des trucs pour dormir qu'on va régler le problème. Ça ne les empêchera pas d'avoir le nez bouché. Altération de la vigilance. Ça aussi, c'est important. On interdit le téléphone portable en voiture, on a un PV. Mais qu'est-ce qui se passe quand on éternue ? Vous éternuez, vous êtes au volant, fermez les yeux, vous n'avez pas le choix, parce que c'est un réflexe. C'est évident. Alors si vous faites ça 15 fois sur l'autoroute, au bout d'un moment, il y a des risques. En plus, il est prouvé que le temps de réponse par rapport à un sujet asymptomatique est augmenté. De 5 millièmes de seconde, on passe à 18. Le résultat, il est là. Sachant aussi que ces allergies polliniques peuvent se compliquer, peuvent provoquer des pathologies infectieuses. Si vous avez la malchance d'avoir un mois de mai où il y a déjà du pollen, mais où il se met à faire froid, ça se transforme en sinusite, ça se transforme en otite, et c'est logique, puisqu'il y a des mucosités qui sont provoquées par la réaction allergique qui vont se surinfecter. Alors, le risque, il dépend des conditions météo. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte, mais pas forcément. La production de pollen, elle tient lieu, d'une part, de la température, elle tient lieu de l'ensoleillement, elle est a priori diminuée par la pluie. Et quand je dis a priori, c'est parce qu'il faudrait mettre une case orage, qui n'est pas marquée là, qui au contraire a pour effet de remettre les pollens en circulation. Et bien sûr, le vent, qui va non pas forcément augmenter la production, qui va surtout augmenter la dispersion des pollens, au même titre qu'un ensoleillement important et que les variations climatiques. Alors oui, la quid de l'évolution dans les décennies à venir, qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique ? En sachant que parallèlement il y a la sécheresse. Réchauffement, ça laisse supposer que les pollens vont être émis beaucoup plus tôt. La sécheresse, on l'a vu, on en parlait tout à l'heure avec Samuel, depuis 2 mois, les capteurs, que dalle, rien. Ils sont à sec. Il n'y a plus de pollen en circulation. Normal, il n'y a plus d'herbe.
Quid des espaces de monoculture? Quand vous avez des champs entiers qui font, allez, on va dire 10 hectares, où il n'y a que du blé, vous avez une dispersion de pollen de blé qui est une graminée, hein, au même titre que l'herbe qui sert à faire le foin. Qu'est-ce que ça donne? Les champs de colza. Si vous vous baladez autour d'Angers, il y a des fois, c'est très joli, c'est très beau. Il y a des immensités jaunes, c'est très très beau. Mais c'est quand même des monocultures importantes. Hein. Et puis quid des mégalopoles, même si maintenant la mode vient à remettre de la végétation en ville, qu'est-ce qui va se passer? Tout n'est pas blanc. Le fait de plus arracher l'herbe sur les trottoirs, on voit, même en hiver, on voit des petites graminées qui pollinisent. Alors que normalement, on ne peut pas dire qu'il faut tout désherber, hein, pour ça, mais il faut en tenir compte. Il va y avoir des modifications de notre biotope qui fait que toute la pathologie, y compris pollinique, va être modifiée. Alors, pour que ça pollinise, il faut des conditions météorologiques qui soient favorables. Alors à long terme, ça va jouer sur la date de début de la pollinisation. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud de plus en plus tôt. Sur la durée de la pollinisation, c'est pas parce que ça commence plus tôt que ça va forcément se terminer plus tôt. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et le nombre de jours à risque allergique augmente. Alors, comment est-ce qu'on fait pour répondre à tout ça? Répondre, je dirais, alors scientifiquement c'est un peu pompeux, mais expliquer aux gens. Quand on sait pourquoi on est malade, déjà on va mieux. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Quand vous ne savez pas ce que vous avez, vous êtes inquiet. Si on vous dit, non, c'est ça que tu as comme maladie, c'est pas grave, c'est en validant. Ça. Mais, c'est ça. Après, on comprend et on peut mieux faire admettre à un individu le choix d'un traitement et les raisons pour lesquelles on lui donne. Il ne s'agit pas de lui citer, tiens, pour prendre les pilules, là, ça va aller mieux. Non, il faut lui expliquer pourquoi. Donc, pour ça, je pense que l'allergologue, je vais promouvoir ma profession en tant que membre du syndicat. L'allergique, c'est une sentinelle de l'environnement. Quand une pathologie d'un type de pollution, d'un type de pollen débute, c'est toujours la personne qui a un terrain allergique qui va le manifester. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas la personne lambda qui va commencer à être embêtée. Quand il y a un pic de pollution, les asthmatiques, ils le savent très bien. Ils repèrent avant même qu'il y ait les alertes sur le journal. Donc, appréhender, surveiller, c'est notre boulot. Il faut aussi informer nos collègues, tout le monde paramédical, les associations de patients, sur ce que sont les allergies et toutes les dernières avancées qu'on peut voir apparaître. Et c'est vrai aussi pour tous les responsables de territoires urbains ou ruraux, parce que c'est en agissant sur ces différents leviers qu'on peut améliorer les choses. Alors, encore 2-3 diapos, et puis après je vous laisse tranquille. Pollinose de proximité. Ça veut dire quoi? Alors, vous avez compris que les pollens, ils sont dispersés dans l'air et qu'on peut les avoir n'importe où. Mais, il y a des fois, c'est pas vrai. Là, je pense, je regardais tout à l'heure, j'arrivais pas à voir. Ça, je pense que c'est un eucalyptus, là. Ouais, ça ressemble bien à un eucalyptus. Vous avez vu où il est, là? Il fait beau, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce qu'il fait le pollen, lui? Dit chic, c'est ouvert. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Et vous le respirez. Ça peut être source d'une pollinose de proximité. Vous avez la même chose, quelquefois, vous avez des résidences, vous voyez, il y a des bouleaux, ils sont plaqués contre les murs. Les gens, ils ouvrent la fenêtre, immédiatement. Donc, c'est des pollinoses de proximité. C'est des plantes qui ne vont pas forcément diffuser
dans de grands volumes d'air, mais qui vont être responsables de leur proximité par rapport à l'être humain. Donc, ça, c'est donc des patients qui sont dans leur environnement direct, là. Alors, ces pollens-là, ils ne sont pas toujours détectés par les capteurs. Pourquoi ? Parce que on ne les voit pas arriver, quoi. Ils sont beaucoup trop près de la maison. L'exemple classique, par exemple, c'est aussi les tilleuls. Les tilleuls, c'est des pollens très lourds. Vous allez voir, si vous vous baladez sous des tilleuls, s'il y a une table ou non, c'est tout collant. C'est des pollens très lourds qui ne vont pas aller loin. Mais si vous avez une petite table de jardin et que tous les jours vous allez manger dessous, prenez des risques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Il y a des pollens qui vont être donc aménophiles, diffusés par le vent. Certains qui vont être mixtes, qui vont être à la fois véhiculés par les insectes et par le vent. L'exemple classique, c'est ce qu'on appelle le mimosa du sud, et d'autres qui vont être purement entomophiles, c'est en particulier les plantes ornementales. Donc, il faut bien voir qu'il peut y avoir des pathologies professionnelles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple du pommier, ou domestiques, qui vont être dues à la proximité de cultures ou d'arbres particuliers. Et il y a un paradoxe, là, ça s'appelle le postulat de Tonnet, mais je vais vous dire ce que c'est, parce que sinon c'est... Allez, voilà. Qui dit que, pour qu'un pollen soit dangereux, il doit contenir un principe antigénique. Bon, ça paraît évident. S'il n'y a pas d'allergène dedans, il n'y a pas de raison que ça fasse quelque chose. Il doit être aménophile, donc plutôt véhiculé par le vent. Il doit être abondant, en quantité importante, et il doit appartenir à une famille suffisamment commune. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, par exemple, pour les graminées. Mais, pour tous ceux qui sont dans la région et qui ont fréquenté les basses vallées angevines, vous savez très bien qu'au mois d'août, quand vous allez dedans, vous avez intérêt à avoir un pantalon et des bottes, parce que c'est bourré d'orties. L'ortie pollinise en août, en grosse quantité. On en retrouve plein dans les capteurs. Moi, personnellement, je ne sais pas toi, Yann, j'ai jamais vu une allergie au pollen d'ortie, alors qu'il y en a des volumes impressionnants. Donc, il faut que le principe antigénique soit important, alors que l'ortie, qui dans nos régions ne provoque rien, mais l'équivalent qui est dans le sud de la France, qui s'appelle la pariétaire, c'est une saloperie. Alors, donc ces pollens, il faut qu'ils soient présentés à des cellules immunocompétentes dans notre organisme, donc plus particulièrement chez les allergiques, mais les cellules immunocompétentes des gens non allergiques, ils récupèrent les pollens quand même, sauf qu'eux, ils fabriquent des bons anticorps et pas des anticorps qui vont les rendre malades. Et que les allergènes, on les trouve dans toutes les parties de la plante, feuilles, tiges, petites particules végétales, tout ça, c'est le tronc d'arbre tout à l'heure que je vous montrais, structure végétale. Alors, l'allergénicité, vous voyez, elle est très variable d'une plante à l'autre. Il y en a certains qui vont être importants, mais qui ne vont pas être trop véhiculés par le vent. C'est-à-dire que si vous allez feuiller la marguerite, si vous le faites trop souvent, vous risquez d'être gêné. Mais ce n'est pas un pollen dangereux. De même, si vous êtes allergique à une plante de la même famille, c'est tout bêtement les chrysanthèmes, si vous allez mettre un pot de chrysanthème sur la tombe de la grand-mère, vous asseyez à côté du conducteur le pot de chrysanthème sur les genoux pour ne pas le faire tomber, vous prenez des risques là, pour les mêmes raisons. Alors, j'aime bien moi ce mot jungle urbaine, je trouve que c'est un peu ça. Ça nous ramène à d'autres tristes conditions humaines. Quand on parle de forêt urbaine, en fait, c'est un assemblage d'arbres, d'arbustes, d'herbacées, un peu tout ce qu'on veut, qui sont plantés en ville, parce qu'il y a des modes. Certaines époques, on va planter ça, l'année d'après, on va planter autre chose, et on ne tient pas compte.
et là je vais peut-être me faire des ennemis dans la salle, les urbanistes ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit. Eux, ce qu'ils voient, et ce que voient aussi certaines municipalités, c'est pas très compliqué. Combien ça va coûter? Combien ça va coûter de mettre des arbres là? Ah oui, on veut bien mettre des arbres, parce qu'il faut mettre des arbres, c'est important pour le réchauffement climatique, pour la qualité de vie, c'est bien, oui, mais derrière, il y a ça aussi, c'est un élément important, et il faut en parler. Hein. Quand Yann dit qu'ils vont planter 1500 et puis après 5000 chênes, moi je veux bien, mais bétulacées, donc famille du bouleau, famille du chêne, famille des fagacées, il y a une allergénicité croisée entre les deux. Alors en mettre 5000, moi je veux bien, mais il y a eu déjà le souci à Nantes. Nantes est la ville, de mémoire, hein, où il y a le plus de platanes. Et les platanes à Nantes, c'est un polluant atmosphérique, de mémoire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein? Donc il faut y penser. Voilà. Hein, donc ça, c'est le problème. Ce n'est pas toujours très bien connu et il faut en parler. Alors, il y a des pièges. Il y a des gens qui vont dire « je suis allergique au colza ». Ok, parce qu'il y a des champs de colza énormes. Il y a l'odeur qui est importante. Et bien souvent, ce sont des gens qui sont allergiques aux graminées, qui sont en fleurs en même temps. Et le colza va avoir un effet délétère de par son odeur, qui va être agressif pour la muqueuse qui est déjà inflammatoire. Ou encore les peupliers. Vous savez, on voit quelquefois ça neige, ça tombe de partout. Là. Oh là là, les peupliers, je suis allergique aux peupliers. Non, quand vous voyez la neige, là, c'est la bourre, c'est ce qui entoure les graines au moment où ça s'échappe. Il y a belle lurette que la pollinisation des peupliers elle est terminée. Mais c'est impressionnant, c'est gênant, on en a sur le visage, dans les yeux, c'est pas agréable, mais c'est pas allergisant. Alors, un petit mot sur les cyprès, parce que c'est quand même la mode, c'est pratique, ça va bien tenir le réchauffement climatique, ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'on en voit de plus en plus dans notre espace périurbain, et que les modifications climatiques vont faire le reste. Allez, je vous donne un exemple tout bête, c'est une femme que j'ai eue au cabinet, elle habite dans une zone pavillonnaire près d'Angers, elle a 4 cyprès bleus dans son jardin. Elle a un genévrier rampant devant sa maison parce que c'est pour marquer une fosse à béton. C'est une ancienne fosse septique qui a été désactivée, mais ils ont foutu ça dessus pour pas que ça se voit. Le problème, c'est qu'elle était complètement invalidée par les pollens de cyprès. Bon, son mari gentiment a accepté de les couper, et ça s'est passé. Par contre, elle a été à un mariage dans un château, il y avait des grands cyprès au mois de mai de l'année dernière, et elle a passé le mariage a été horrible pour elle. Elle n'a pas arrêté de pleurer toute la journée alors que ce n'était pas la mère de la mariée. Autre exemple de pollinose auquel on ne pense pas. Angers, c'est une capitale horticole. Vous avez ici la culture de cyclamène. C'est quelqu'un qui est déjà allergique d'avance, hein, et il commence à se gratter un petit peu avec certains fruits, certains légumes, et au bout d'un moment, quand elle était embauchée dans ces serres de cyclamène, elle a commencé à faire des rhinoconjonctivites toute l'année, avec une augmentation en période d'hiver. On a dit, c'est normal, c'est l'hiver, elle travaille en serre, elle sort dehors, il fait froid, elle s'enrhume. Ouais. Sauf que cette brave dame, elle était allergique au pollen de cyclamène. Et en fait, elle passait son temps, ses journées, à enlever les étamines des cyclamènes. Et donc, elle en manipulait des quantités phénoménales. Conclusion, allergie de contact, respiratoire, liée à l'augmentation importante de l'exposition. Pensez aussi qu'il peut y avoir d'autres formes auxquelles on pense peut-être moins. Le miel, ou bien les pollens qu'on voit quelquefois en décoration sur les glaces ou les nougats glacés. Il faut quand même se rappeler que si on est allergique au pollen, en particulier aux composés, vous avez ici un pied de céleri, pas de céleri, de pissenlit. Céleri, c'est une autre composée. Vous avez le droit, quand vous consommez certains miels ou certains grains de pollen,
de faire des réactions systémiques par ingestion. Alors que retenir? Bon, souvent c'est pas vital quand même, il ne faut pas non plus faire un tableau trop noir. Plein de pollens peuvent être impliqués. On n'est pas allergique au pollen, mais à des pollens, à des familles de pollen. Point de vue clinique, il y a un polymorphisme énorme, du pire à quasiment rien. Savoir qu'il y a des risques d'allergie croisée, je vous en ai parlé, et ça peut être source de problèmes de santé graves malgré tout. Voilà, donc danger des monocultures. Ne pas créer d'espace de verdure avec une seule variété, notamment en ville, parce que ça, c'est un risque. Tenir compte des alertes relayées par les êtres humains allergiques pour modifier nos habitudes. Choisir des végétaux installés qui soient entre guillemets gentils, s'il y en a. Et il faut réfléchir avant d'envisager un décor urbain. Je vous remercie.